Par ces quelques textes d'une critique de la séparation des critiques, je tente de débuter une réflexion sur les raisons des différences de jugement quand il s'agit de notre culture ou de la culture de l'autre. En ce moment où j'entame cette critique, je ne peux que m'interroger sur ce qui signifie, ne serait-ce qu'en ce qui me concerne personnellement, la possibilité d'une représentation d'une culture éloignée. Au XIXe et au XXe siècle, il me semble qu'il a été très courant de considérer que ce qui est positif ici serait négatif là-bas, et inversement. Cela semble une évidence tant les occurrences de ce type de discours sont nombreuses. J'avais proposé comme exemple de cette double critique celui de l'outillage d'une déconstruction du rapport entre le texte et l'image, à la manière de l'affirmation contre la bourgeoisie, comme celle de Guy Debord, qui serait par enchantement une base théorique de la culture du Japon chez un Roland Barthes, au travers d'haïkus ou de quelques textes bouddhiques. Mais sur quelle base un intellectuel, un artiste ou d'ailleurs toute autre position sociale qui produit des représentations pourrait se dire qu'il est dans une compréhension spontanée suffisamment aboutie avec ses cultures extérieures pour qu'il puisse s'improviser passeur entre deux mondes? Dénoncer l'inexactitude des exotismes sur un pays lointain est relativement facile. Il suffit de caricaturer ce qui est déjà une caricature dépassée, qui est issue de stéréotypes d'un autre temps. Par contre, se lancer soi-même dans la construction d'un énoncé, textuel ou pictural, de ce qui serait la réalité, est d'une difficulté féroce. À partir de quel moment et sur quels a priori je serais en droit de poser un quelconque jugement? Suis-je légitime à un moment donné pour décrire ce qui constitue l'autre, ce qui serait son ontologie propre? Ou est-ce que ce genre de tentative ne serait pas d'emblée vouée à l'échec, car elle reposerait déjà sur des représentations qui détermineraient par avance les cadres perceptifs? Je serais tenté de dire que représenter l'autre est une folie, tant la complexité est grande. Si je tente de représenter ce que serait le Japon, mais quelle dangereuse contradiction m'attendrait donc? Avant de pouvoir me poser ou même me supposer un quelconque préalable à une possible représentation du Japon, je tenterai déjà d'introduire le cadre à partir duquel je ne pourrais que construire hypothétiquement des jugements et des représentations sur une culture extra-occidentale. Je me propose de débuter cette expérience très personnellement, modestement j'oserais dire. Malgré le fait que la question est générale, je souhaiterais utiliser une description de mes expériences quotidiennes. Je vis au Japon depuis une douzaine d'années maintenant et je dois avouer mes difficultés pour nommer et appréhender la réalité dans laquelle je me trouve. Pas qu'il y aurait quelque chose d'extraordinaire, de somptueux ou d'un sublime innommable qui m'entourerait, mais plutôt naïvement, je dirais qu'il y a ici une vie qui est tout à fait banale et quotidienne, que ceux qui m'entourent possèdent un ordre très cohérent, qu'il y a des manières de faire précises, des manières de se comporter adéquates, et que tout cela, je m'y suis habitué assez rapidement, peut-être en quelques années à peine. Mais dès qu'il s'agit de mettre des mots, de tenter de décrire ce qui m'entoure, plus précisément de tenter de généraliser à partir de mes expériences personnelles, je sens qu'il y a péril, que je risque de formaliser trop ou trop peu, de détourner ce qui était une évidence. Les formulations, ou plutôt les représentations que j'arrive à construire, ne répondent que très partiellement à cette réalité qui se déploie si simplement devant mes yeux. Ce que je raconte est en réalité d'une grande banalité pour qui tente de représenter au moyen des mots quelque phénomène que ce soit. Je peux me sentir relativement proche de ces vitalistes qui tentaient de décrire ce qui serait en deçà du langage, de suivre la trace du vivant avec ces outils trop stables ou trop classificatoires que sont les mots. Mais, avec la grande différence que dans mon cas, ce n'est pas le puissant moteur d'une nature naturante que j'entrepercevrais, mais bien la banale réalité sociale et ces simples conventions quotidiennes qui m'entourent. En étant un brin attentif, un simple échange sur le temps qu'il fait avec un voisin, la publicité posée dans la boîte aux lettres, ou toute l'organisation autour du ramassage des poubelles, ces signes multiples venant jusqu'à moi, sans même sortir du périmètre limité de mon quartier, je ne peux les transposer en mots sans avoir le sentiment de manquer de respect à la spécificité de ce qui est décrit. Je risque inexorablement deux écueils. Soit je décrirai une réalité absolument équivalente à n'importe quel endroit dans le monde, je dirais ainsi que comme partout les voisins se disent parfois bonjour, que les publicités inondent les boîtes aux lettres et qu'il y a un endroit spécifique pour jeter les poubelles. Soit l'autre solution consistera à faire ressurgir une couleur locale. J'énoncerai des formules allégoriques à partir desquelles une forme d'étrangeté quasi exotique emporterait tout sur son passage. Comme Roland Barthes l'écrit si précisément dans son livre « L'Empire des signes », cela produirait des descriptifs, je cite, permettant de flatter l'idée d'un système symbolique inouï, entièrement dépris d'une autre. Dans ce second cas, je dirais qu'avec les voisins, nous parlons du temps pour ne pas être trop intrusif vis-à-vis de l'autre, puisque le social fonctionnerait en grande partie avec des non-dits. Je dirais peut-être aussi que la puissante publicité dans ma boîte aux lettres
est bigarré de couleurs et d'idéogrammes, se lisant dans tous les sens. Son écriture posséderait encore quelque chose d'une expressivité, d'une évocation d'une puissance des signes dans le rapport au monde. Ou enfin, je pourrais dire que le camion poubelle produit la même douce mélodie qu'un camion vendeur de glace, et que même, en ce qui concerne les déchets, l'harmonie est toujours présente. Aussi stupéfiant que cela puisse me paraître, aucune de ces deux formulations n'est fausse. Elles sont pourtant très différentes l'une de l'autre. Elles répondent toutes deux parfaitement au jugement que je peux énoncer face à mon quotidien. Mais ni l'une ni l'autre ne me semble souhaitable. Elles manquent toutes deux à éviter, soit la généralisation, soit la particularisation. Ces deux orientations que le langage effectue quand il se met à énoncer des ensembles de propositions reliées logiquement ou allégoriquement, dans une machine à produire des suites de propositions sur le monde. Je dois avouer qu'avant d'arriver au Japon, je n'avais pas pris le temps de m'intéresser aux écrits portant sur ce pays. J'ai atterri sur l'île sans posséder une des nombreuses schématisations savantes de ce à quoi je devais me confronter. Je n'avais en moi que des imageries banales, des clichés qui sont finalement assez faciles à supposer exotiques, que je peux saisir comme décalés de la vie telle qu'elle y est vécue. Puis, après quelques mois au Japon, j'ai simplement arrêté de lire des livres, ceux que j'appréciais, ceux que l'on trouve non au rayon des romans, mais plutôt au rayon philosophie, ces ouvrages contenant les expériences d'esprit de si puissante subjectivité. Malheureusement, malgré leur puissance conceptuelle et leur prétention à totaliser l'ensemble du monde, ils ne m'amenaient aucune schématisation qui m'aurait permis d'appréhender la texture de cette réalité qui m'entourait. Même les penseurs matérialistes m'apparaissaient comme de forts sympathiques chrétiens refoulés, qui avaient besoin d'une causalité sans cause toute transcendante, quelque part cachée dans leur système, pourtant affirmée comme reposant sur des immanences. C'est bien plus tard, après de nombreuses expériences, après le déploiement d'actions diverses, après avoir été pris dans le rapport avec le jeu politique et social, après mon souhait de faire de l'art ici, malgré tout, c'est uniquement après tout cela que j'ai recommencé à lire des livres, et spécialement ceux qui décrivaient ce que serait la culture dans laquelle je m'agitais. À mon étonnement, la plupart des textes sur le Japon, tels que celui de Roland Barthes, me donnaient l'impression d'une description d'un formidable pays, d'une sorte d'utopie hors de toute histoire, mais qui serait extrêmement éloigné du monde qui m'entoure et de ce que la pratique m'a apprise. Leur Japon me semblait souvent être des Eldorado remplis de fantasmes, des endroits rêvés en esprit. L'accumulation de mes expériences les contredisait sévèrement. Disons que les actions que j'avais menées n'apportaient pas les résultats que ces auteurs auraient souhaités. Pour décrire quoi que ce soit, il ne suffit pas que je puisse expérimenter l'objet de cette réalité. Il faut que je puisse le médiatiser au moyen du langage. Comment constituer un langage pour décrire la factualité d'un pays qui utilise des notions différentes pour nommer les choses lui appartenant? Comment décrire une culture extra-occidentale dans une langue qui se voudrait aussi transparente que le français, mais qui semble totalement artificielle et décalée dès que la focale territoriale se déplace? Comment puis-je procéder, au moyen de quels énoncés, à travers quelles traductions, et au travers de quelles transpositions linguistiques, serait-il possible de clarifier ma position? Penser mon langage comme expression de ma pure volonté, ou comme combinaison de concepts simples, ne permet pas de dépasser la double difficulté du général et du particulier. Il m'a semblé que je n'avais pas beaucoup de choix. Pour dépasser les contradictions que m'amène le langage descriptif, il me fallait explorer les livres qui tentaient de poser cette question, qui tentaient d'accommoder les représentations à la réalité vécue, de les synthétiser empiriquement, de manière subjective et parcellaire, afin que je puisse tenter de déterminer dans mon cas quelques limites analogues. En un mot, quel autre moyen serait possible pour critiquer, pour trouver des limites à la description de ma réalité, que d'utiliser les multiples schémas posés sur des réalités analogues à la mienne, mais vécues par d'autres auteurs? À ma grande surprise, c'est bien des lectures sur des éléments qui n'ont pas de relation immédiate avec le contexte japonais qui m'ont amené des débuts de réponse. Si ces modèles explicatifs me semblent évidents une fois formulés, ils m'ont demandé de nombreuses contre-intuitions pour pouvoir m'y retrouver sur les chemins tortueux de l'histoire des constructions identitaires, que ce soit au niveau des individus, mais encore plus au niveau des groupes d'individus, des sociétés, des nations. Ce n'est pas sans difficulté que je rentre sur ce terrain piégé, car dès qu'il s'agit de définir où se placerait une frontière entre ma culture et la culture des autres, alors des éléments de langage apparaissent et soulèvent bien plus de questions qu'ils apportent de réponses. Parfois, je me surprends à simplifier la complexité de groupes humains, à les dévaloriser ou les idéaliser, malheureusement aussi à les hiérarchiser, à les opposer. D'ailleurs, en réfléchissant sur un même élément, en fonction du point de départ pris en compte, les résultats diffèrent du tout au tout. En fonction de l'utilisation d'une forme de langage plutôt que d'une autre, elle finit par se renfermer sur elle-même, comme un piège, et transforme le phénomène décrit. Tout cela me semble déstabilisant pour qui ne souhaiterait pas avoir de réponse préalable aux questions qui touchent les identités.
Édouard Saïd est un gigantesque auteur. Son livre « L'orientalisme » écrit en 1978, ou encore « Culture et impérialisme » écrit 20 ans plus tard, m'ont permis de me rendre compte tous deux de la manière dont un système généralisé de représentation sur cette altérité que l'on nomme All-Oriental s'est mis en place sous la forme d'un ensemble de domaines multiples et se reliant entre eux, que ce soit dans les sciences ou dans l'esthétique. Saïd fait émerger dans ses livres une généalogie de la construction de la triste représentation de l'Orient, soumis à une relation de domination par l'Occident. À partir du XIXe siècle, cette dynamique aurait structuré petit à petit une normativité symbolique que nous tous portons encore en nous, moi y compris, au travers de nos mots, de nos images, de nos pratiques et de nos fantasmes. Sans entrer maintenant dans le descriptif de ce mécanisme complexe, je me passionne pour ce qui me semble être un point de départ des écrits de Saïd. Il y a des livres théoriques dans lesquels j'ai eu en tant que lecteur le sentiment que l'écriture n'était pas gratuite, que l'auteur s'était totalement investi dans un objet qui serait bien plus qu'un simple phénomène extérieur. Dans certains cas, ce serait l'objet de la recherche qui fonderait l'auteur en tant que sujet. Son intimité serait comme habitée par des strates de connaissances s'accumulant en lui, avec toutes les ambiguïtés qui lui sont relatives, avec les pressions paradoxales, et peut-être même avec certaines contradictions profondes. Édouard Saïd n'est pas hors du propos qu'il construit, il n'est pas hors du sujet qu'il déconstruit. D'ailleurs, il le dit clairement dans son livre L'orientalisme. Je cite « 2 points. En étudiant l'orientalisme, j'ai essayé de bien des manières de faire l'inventaire des traces laissées en moi, sujet oriental, par la culture dont la domination était un facteur si puissant dans la vie de tous les orientaux. » L'acceptation d'une liaison intime au sujet de son étude pourrait paraître un défaut, un manque d'objectivité scientifique, car seul un auteur sans relation passionnelle serait neutre. Mais, concernant ce livre, il me semble que ce pourrait être à cet endroit que se situe le point de départ d'un puissant modèle de représentation du traitement des autres cultures. Édouard Saïd est américano-palestinien et porterait tous les paradoxes et les clivages internes que l'histoire a produits. L'auteur transcrit une critique de son livre dans la postface d'une réédition. Elle vient de Bassim Moussalam, en 1979, qui lui reprochait alors son défaitisme et sa résistance désespérée. Je le cite. 2 points. Ce n'est pas un quelconque arabe qui a écrit ce livre, mais un arabe avec une origine et une expérience particulières. Les déterministes seraient le point de départ d'une construction, mais non d'une finalité. En suivant Saïd sur la question d'une définition identitaire d'un peuple ou d'une culture, il ne peut ni avoir ni généralité. En effet, l'essence d'un peuple n'est qu'une construction mythique, ni pure subjectivité entièrement particularisée et hors des rapports historiques et politiques. Je cite Saïd dans Culture et impérialisme. 2 points. Si nous reconnaissons d'emblée l'entrelacement massif et la complexité des histoires propres mais superposées et liées, celles des femmes, des occidentaux, des noirs, des états et cultures nationales, il n'y a aucune raison intellectuelle particulière pour accorder à chacune et à toutes un statut d'idées et d'essence séparés. Il serait néanmoins souhaitable de préserver ce que chacune a d'unique, tant que nous préservons aussi un sens de la communauté humaine et des luttes et débats réels qui contribuent à sa formation et auxquels toutes ces histoires participent. Aucune solution ne semble simple. À la lecture de ce passage, il n'y aurait aucune notion d'identité partagée et délimitée sur laquelle je pourrais prendre appui pour définir quoi que ce soit. À chaque phénomène interrogé, il s'agirait de constructions historiques et dialectiques, redistribuant des limites identitaires entre le nous et les autres. Nous serions ainsi tous pris dans des processus complexes d'identification et de séparation. D'après Saïd, je cite, 2 points. Il n'existe aucun belvédère hors de la réalité des relations entre cultures, entre puissances inégales, impériales et non impériales, entre nous et les autres. Nul n'a le privilège épistémologique de juger, d'évaluer et d'interpréter le monde sans entrave, libre de tout engagement et intérêt qui s'y joue. Une science descriptive des cultures serait simplement impossible. Il n'y aurait que des points de vue et des engagements dialectiques. Se méfier des personnes et des spécialistes qui se réclament d'une connaissance me paraît alors revêtir d'une importance capitale. Il est vrai que concernant le pays dans lequel je vis, si on enlève tous ceux qui se sentent savoir ce qu'est la véritable culture japonaise, que ce soit parmi les Japonais ou des étrangers, il ne resterait pas beaucoup de personnes qui oseraient écrire des ouvrages. Heureusement, il existe évidemment des exceptions, des auteurs sérieux qui ne se laissent pas prendre au jeu identitaire. Mais que peuvent-ils faire face à la vague des propos essentialistes répétés en boucle dans les parutions et les médias ? Enfin, j'en reviens à mes troubles tout personnels quant à la nomination de la réalité qui m'entoure. À la manière de la complexité évoquée par Édouard Saïd concernant toute délimitation d'une identité culturelle,
Il me faudrait pouvoir nommer cet entrelacement du général et du particulier, afin de pouvoir parler de ce qu'il y a d'unique ici, de différent dans sa comparaison, sans pour autant construire une figure d'altérité qui détiendrait sa propre essence spécifique et qui serait séparée du reste des interactions du monde. Il me faudrait tenter d'éviter cette alternative entre le oui c'est pareil et le oui c'est différent, en élargissant cette ligne de crête entre l'intériorité et l'extériorité de l'expérience culturelle. Tenter de considérer que cette ligne ne serait pas réellement une frontière, mais plutôt une limite grise, comme lorsque l'on parle d'un état limite ou d'un voisinage incertain. Il me faudrait développer un intérêt spécifique, un amour de la limite, une limitrophie. Pour réussir cette épreuve de force, en ce qui me concerne tout du moins, je ne maîtrise qu'une méthode tout empirique. Je n'ai répété qu'une seule pratique que je crois avoir construite par moi-même dans un tâtonnement tout relatif. C'est celle que j'ai déployée par ma pratique de peintre. Comment exprimer au mieux ma position ? Je dirais que peindre une paume à la fois comprise en deçà de ses limites extérieures et au-delà de sa puissance interne me semble être une tentative relativement proche de celle qui serait de nommer ma réalité qui m'entoure. Devenir une sorte de Paul Cézanne du camion poubelle local est un challenge qui dépasse de beaucoup tout ce que je pourrais espérer d'une vie de travail de peintre. Mais, à la différence d'une peinture avec ses lignes et ses couleurs, il s'agirait ici plutôt de mots et de concepts langagiers. Néanmoins, la question des représentations et de leurs pièges reste en commune mesure équivalente entre les deux pratiques, celle picturale et celle langagière. Quand j'étais étudiant en école d'art, je me souviens qu'un texte m'avait profondément marqué sur le paradoxe dans la pratique du peintre. Dans mes souvenirs lointains du livre « La logique de la sensation » de Gilles Deleuze, il y avait un passage qui décrivait la toile blanche du peintre. Plutôt qu'une surface vide de sens, elle était un écran rempli de projections de ce que le peintre présupposait. Elle était déjà saturée par ses représentations et ses stéréotypes. L'acte de la peinture était alors quelque chose de contradictoire, car en rajoutant des touches, en accumulant de la matière, le peintre enlevait, effaçait les représentations. Ou alors je pourrais dire que ce peintre, par ses actes, déconstruisait les symboles présupposés de l'objet, ce justement qui lui permettait initialement de commencer à peindre. Entre la subjectivité du peintre et l'objet à peindre, il me semble y avoir quelque chose d'étonnant qui émergerait petit à petit et qui se nommerait peinture. Elle serait ainsi le résultat d'un mélange inextricable et relativement paradoxal d'objets et de sujets. L'acte de peinture me semblait relever d'une addition qui soustrait aux représentations leur trop-plein de signification, en brisant leurs lignes maniérées, en épluchant les strates historiques et les évocations héritées de l'histoire de l'art, tout en les actualisant au présent. Il me semble qu'avec le langage, il doit être possible d'atteindre le même type d'empilement et de déconstruction. Concernant le Japon, il y aurait énormément de mots écrans à nettoyer, de formules à réinterroger, de topos à redélimiter, de cloisonnements à exploser, mais aussi de flottements à préciser, de rêves à simplement oublier. À la manière dont parle Michel Foucault de l'honnête homme dans une interview radiophonique de 1973, je proposerais volontiers de parler d'honnête peintre. Je cite ces quelques mots de Foucault. 2 points. Le devoir actuel de l'honnête homme, son honnêteté contemporaine, consisterait à se désenchanter, en quelque sorte, de lui-même. L'honnête peintre serait peut-être celui qui désenchanterait aussi son objet, qui construirait une représentation toute subjective, mais sans la lourdeur des héritages du commun. Ou plutôt, je pourrais dire que le travail subjectif de l'honnête peintre serait d'effacer ce que d'autres appellent enchantement. Critiquer la séparation entre la réalité et la représentation consisterait dans un premier temps à effacer les représentations stéréotypées afin de tenter d'atteindre une réalité. Supposer une séparation des critiques, ce serait supposer qu'il y a des stéréotypes séparés entre ce qui est construit de l'extérieur et ce qui est construit de l'intérieur. Dans le cas du Japon, ce serait un ensemble de stéréotypes venant des pays dominants au XIXe siècle, et un second ensemble constitué à la même période par des stéréotypes construits par les Japonais eux-mêmes sur ce que serait l'âme de leur nation. Enfin, une critique de la séparation des critiques viserait à se demander en quoi ces deux ensembles de représentations n'entretiendraient pas finalement, et malgré leurs différences, des dynamiques communes, des topos communs, depuis lesquels se structureraient des échanges. Dès lors, le peintre ou l'intellectuel, celui qui se lancerait dans une aventure honnête, risquerait bien de se perdre dans les méandres du labyrinthe identitaire, tout en tentant d'effacer les stéréotypes et de s'effacer lui-même alors qu'il est l'acteur premier de cette représentation.